où nous avons la chance d'avoir quatre nouveaux intervenants et à nouveau Pierre Boisserie de l'Agence de l'eau qui se joint à moi pour co-animer ce nouvel épisode, troisième épisode, et qui se concentrera celui-là sur le récit. Comment est-ce qu'on raconte la Méditerranée, comment on vit la Méditerranée de manière à sortir de cette crise écologique, de cette démarche classique de dire c'est la fin, l'environnement ne peut plus aujourd'hui assurer ses fonctions et donc de dire il n'y a pas de solution. La démarche éco-solution, c'est justement de mettre en avant des solutions et nous avons quatre partenaires aujourd'hui qui sont là pour expliquer comment mieux communiquer, comment mieux parler de la Méditerranée et sensibiliser le grand public, les acteurs, de manière à mieux agir pour la préservation de cette magnifique mer Méditerranée. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, comme d'habitude, c'est d'envoyer vos questions au fur et à mesure, au moment où chaque intervenant intervient, dans la boîte à questions Q&A ou QR pour questions et réponses. Écrivez vos questions et Pierre et moi, nous les retransmettrons vers les quatre intervenants du jour. Vous pouvez choisir la langue d'interprétation et nous avons Bellarmin une fois de plus qui assure l'interprétariat aujourd'hui, qu'il en soit remercié. J'en profite pour redire à chacun des intervenants de parler lentement, de manière à ce que vous puissiez être suivis par nos amis anglophones. Vous retrouverez ce magnifique webinaire comme les précédents sur la chaîne YouTube du Conservatoire du littoral Europe et International. Vous pouvez voilà, flasher le QR code maintenant ou aller sur la chaîne YouTube Conservatoire du littoral-DEI. Aujourd'hui, aux manettes, Philomène et Lise qui ont préparé ce webinaire et qui sont derrière et qui répondront à vos questions à travers le chat, questions techniques. Bellarmin, comme je le précisais, qui interprète depuis Tananarive. Et donc, Pierre et moi-même pour assurer l'animation et passer la parole à nos très beaux et performants intervenants. Aujourd'hui, Marie-Laurence, Stéphanie, Alain et Thierry qui vont enchaîner leur présentation et chacun se présentera les uns après les autres pour nous dire qui ils sont, d'où ils nous parlent et pourquoi ils ont décidé d'évoquer cette thématique. Pierre, je te laisse cadrer et dire deux mots du choix de la thématique du jour. Pourquoi est-ce qu'on a décidé collectivement de donner la parole à ces quatre intervenants et pourquoi est-ce qu'on a décidé collectivement de ce thème, de raconter la Méditerranée? Merci Fabrice, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce troisième et dernier webinaire ICO avant la saison estivale. Donc, on sera bientôt tous en congé. On a souhaité cette fois-ci donner la parole à des usagers, j'allais dire, de démarches de sciences participatives qui vont nous expliquer finalement pourquoi ils font ça, dans quel cadre et qu'est-ce qu'ils retirent de leur action. Là, on en a une qui sera au-dessus de l'eau avec Alain et une qui sera en dessous de l'eau avec Thierry, ce qui montre aussi l'intérêt de travailler en complémentarité entre la partie terrestre surface et la partie sous-marine, quoi. Et puis on va essayer d'invoquer une thématique qui m'intéresse de plus en plus et qu'on n'aborde pas souvent, c'est finalement la relation qu'on a avec la mer et comment est-ce qu'on perçoit les choses. Souvent, on a plutôt tendance à parler des trains qui marchent, qui arrivent pas à l'heure. On a toujours tendance à évoquer le fait que tout va mal, comme tu l'as très bien dit dans ton introduction, Fabrice, quoi. Alors, on peut se poser la question finalement de est-ce que ce contexte-là nous met pas un boulet au pied et est-ce qu'on n'a pas besoin de recréer un lien avec cette Méditerranée qui n'est pas en si mauvais état que ce qu'on peut raconter. Et puis ça, c'est Marie-Laurence qui nous amènera en fait dans ce travail-là. Et puis Stéphanie, elle, va nous parler en fait du rôle du scientifique justement dans ces actions de médiation, quoi, et du porter à connaissance et de l'appropriation. Donc voilà, j'ai hâte de les entendre et puis de voir en fait l'intérêt que les participants vont pouvoir amener à travers leurs questions. Merci beaucoup. Donc, nous allons ouvrir ce webinaire par Alain Matési. Alain, je te laisse 1 minute pour te présenter et ensuite 10 minutes pour ton intervention. Et c'est moi qui passe les slides à ton rythme. Merci Alain, à toi.
Merci Fabrice. Bonjour à tous. Alors, je suis Alain Mattesi, le président de l'association Collectif Environnement basée à La Ciotat. Et à ce titre, il y a 25 ans, on s'est amusé à combattre les sacs plastiques. On a fait voter une loi qui les a interdits dans la grande distribution et ça a été un peu le démarrage ça a été l'acte fondateur de ce qu'a fait l'association. Donc, dans ce contexte, on a été amené, je suis devenu membre du Grenelle de l'environnement et j'ai porté le projet de création du parc national des Calanques au sein du Grenelle. Alors, ça a été une grande fierté pour moi, enfant du pays, parce qu'aujourd'hui, ce parc existe et dans ce parc, il se passe beaucoup de choses. La question que l'on peut se poser sur la Méditerranée, c'est évidemment une question qui n'est pas seulement en fait écologique, elle est, à mon sens, également communicationnelle. Comme l'a dit Fabrice et Pierre, comment passer en fait d'un récit anxiogène à un récit mobilisateur, scientifiquement solide et socialement engageant? Eh bien, c'est la question. Ce passage du constat de l'urgence à la mise en mouvement est précisément le point faible de la communication environnementale. On a plutôt tendance à voir les choses en noir. Alors, comme nous, on est extrêmement positif, la sinistrose agit en fait comme un anesthésiant. Il faut donc dépasser le stade de la sidération par la recherche de nouvelles solutions. Alors, certes, l'information scientifique est indispensable, mais seule, elle peut paralyser. Donc, pour cela, il ne faut plus en fait présenter la biodiversité seulement comme une victime. Par exemple, les herbiers de Posidonie disparaissent. Donc ça, c'est un constat, on va dire, pessimiste. Mais il faut plutôt présenter en fait comme une infrastructure vitale. La Posidonie est la meilleure assurance vie contre l'érosion, pour le stockage de carbone et la préservation de nos écosystèmes. Donc, valoriser en fait les résultats concrets des espaces protégés qui démontrent que la nature se régénère spectaculairement quand on lui laisse le temps et de l'espace, c'est un peu l'objectif que l'on s'est fixé, c'est de rendre en fait l'engagement désirable plutôt que sacrificiel et combattre la désinformation par de la co-construction de projets. Donc, en fait, on est parti du constat que notre programme faisant partie des sciences participatives sont un des moyens pour engager en fait le citoyen à recenser des espèces ou à mesurer la pollution. Il redevient un acteur. Il ne subit plus l'information, il la produit. Et c'est précisément cette démarche engageante qui produit des effets positifs. Alors, la collaboration telle qu'on a pu l'imaginer, c'est une collaboration entre différents acteurs qui en est en fait l'alpha et l'oméga, le citoyen et le plaisancier, le scientifique et l'expert, les décideurs politiques et les collectivités, mais aussi les gestionnaires d'espaces naturels et les acteurs économiques du territoire. Donc, la Méditerranée peut être un véritable laboratoire de solutions du futur, c'est ça qui est intéressant. C'est ce qui se joue aujourd'hui en fait. Elle servira de modèle au reste des océans. Présenter la région comme une pionnière de l'adaptation change radicalement la posture du public dans une approche psychosociale. D'où le programme Les Sentinelles de la mer Méditerranée, qui transforme en fait le participant de spectateur du déclin en acteur engagé et responsable de la Renaissance. Alors, on peut peut-être lancer le diapo, Fabrice. La Méditerranée n'est plus une victime, mais devient un territoire sous haute surveillance citoyenne et scientifique qui engage les institutions dans leurs grandes responsabilités. Donc, PowerPoint, est-ce que vous l'avez? Parce que moi, je ne l'ai pas sous les yeux. Ah oui, pardon. Voilà, il est là. Alors, les Sentinelles de la mer Méditerranée, c'est une force d'observation citoyenne, comme je l'ai dit, qui se déploie en surface, mais pas uniquement en surface,
on a un petit recul d'un an. On a considéré aussi qu'il pouvait y avoir des observations du littoral. Donc, c'est un réseau de plaisanciers volontaires qui va s'atteler à faire ces observations. Ces observations vont être contenues et archivées dans une application qui s'appelle Donia, qui va nous servir de plateforme collaborative. Et à travers cette plateforme, eh bien, on va en tirer des analyses par secteur géographique et avec l'aide des scientifiques, on va apporter des solutions de remédiation auprès des collectivités territoriales et des gestionnaires d'espaces naturels. Donc, diapo suivante. Voilà, donc l'idée, c'est valoriser en fait la simple sortie en mer pour la rendre utile. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, ça veut dire que quand on va sortir en famille ou avec ses amis, lorsqu'on est équipé de l'application Donia qui a plus de 100 000 téléchargements, eh bien, on va pouvoir bancairiser en fait ces observations qui vont être en fait des observations très utiles. Diapo suivante. Alors, trois axes de surveillance pour protéger en fait notre écosystème, la faune et la flore. Mais en fait, on s'est rendu compte que ces observations étaient intéressantes, mais que beaucoup d'autres structures associatives pouvaient avoir des programmes à peu près similaires. Et donc, on s'est plutôt orienté vers les menaces et les pollutions que l'on pouvait constater ou les mauvais comportements des activités humaines, notamment lors de mouillages. Donc, on a choisi en fait parmi ces trois axes les pollutions et le comportement des activités humaines en mer. Et avec un petit peu de recul, et on en a discuté lorsque nous nous sommes rencontrés la dernière fois, on va avoir plutôt une orientation, puisque je viens moi du BTP avec une spécialisation en traitement des eaux usées, peut-être sur des observations de dysfonctionnement de stations d'épuration. Slide suivante. Voilà, donc l'outil indispensable qui est mis à disposition de chaque plaisancier en téléchargement gratuit, c'est l'application Donia. Elle permet à tout plaisancier d'avoir une navigation, en fait, tout ce qu'on peut retrouver dans d'autres applications. Mais en plus, elle va nous permettre d'archiver nos observations avec un point GPS et un petit descriptif qui va indiquer ce que l'on a observé. Slide suivante. Voilà, donc le protocole est assez simple, hein. On navigue, on se détend, on est avec des amis, on peut faire de la voile, on peut prendre l'apéro, on observe ce qui se passe sur l'eau. Eh bien, on voit qu'il y a une activité qui n'est pas normale. Eh bien, plutôt que de faire le buzz, on va dire, sur les réseaux sociaux et que ça va durer 10 ou 15 jours, eh bien, on a décidé d'enregistrer en fait et d'archiver ces observations. Alors, cet enregistrement est intéressant parce que en fait, on va pouvoir les ressortir et utiliser en fait ces enregistrements comme élément de preuve si toutefois il y avait une contestation possible. Slide suivante. Voilà. Donc, à partir de ces observations, on arrive sur une plateforme collaborative. Donc, on travaille avec le laboratoire EMIO à Marseille du CNRS pour regarder en fait ce qui se passe par secteur. On informe les gestionnaires d'espaces naturels et les collectivités territoriales. Et à partir de là, on va travailler sur un projet qui va nous amener à améliorer les dysfonctionnements ou travailler avec les délégations de services publics qui sont, par exemple, les entreprises qui gèrent les stations d'épuration pour trouver des solutions de remédiation. Slide suivante. La suivante, voilà. Donc, un plaisancier classique, c'est quelqu'un qui va profiter de la mer. Une sentinelle de la mer, c'est quelqu'un qui va devenir actif
et qui va apporter une aide à la décision. Ça va être quelqu'un qui va utiliser une application standard avec Donia. Nous, on va donner à une sentinelle qui s'est engagée un code d'accès premium qui va lui donner un accès beaucoup plus large et profond de l'utilisation de l'application Donia. Voilà. On a aussi un fanion de reconnaissance qui va nous permettre de reconnaître la communauté et cette communauté va respecter une charte d'engagement que l'on va demander de signer. Suivant. Le secteur, l'année dernière, c'était entre le parc national des Calanques et l'île des Ambiers, donc la baie de la Ciotat. Aujourd'hui, on a un développement orienté plus vers le Var, puisqu'on a des partenaires comme Veolia qui sont intéressés par la démarche et qui vont avec nous avoir un rôle de sensibilisation autour de la question des stations d'épuration. Suivant. Alors évidemment, le bateau doit avoir son port d'attache dans la zone pour pouvoir devenir sentinelle. Donc ce programme, l'année dernière, a été présenté à l'UNOC et a été labellisé La mer en commun par le ministère. En tant que partenaire, on a évidemment l'Agence de l'eau. On rentre dans le dispositif Natura 2000, on est avec la collectivité, la ville de La Ciotat, et évidemment avec le parc national des Calanques. On a d'autres partenaires, évidemment, mais ça a commencé comme ça. Donc, les avantages, c'est que c'est une inscription 100% gratuite, un code d'accès premium qui est délivré sur Donia et qui nous donne la possibilité de rentrer en tant que sentinelle avec la remise d'un fanion qui est l'emblème de reconnaissance. Voilà, l'engagement, c'est une simple signature et c'est un suivi de la communauté qui va se faire par une animation. Alors l'animation, elle n'est pas encore définie, mais on va essayer de la travailler. C'est la chose sans doute la plus compliquée. Et le recrutement va se faire à travers les capitaineries que l'on va aller rencontrer. Donc l'idée, c'est que le directeur de la capitainerie va inviter ses plaisanciers à venir à une réunion. On va leur faire une présentation du programme Les Sentinelles de la mer Méditerranée. Et à l'issue en fait de cette présentation, on va demander si certaines personnes sont intéressées pour devenir des sentinelles. Et à partir de là, on va leur apporter une formation et en même temps un secteur à observer en particulier. Slide suivante. Voilà, donc on a un QR code que vous pouvez enregistrer. Donc sur notre site, on peut s'enregistrer en tant que sentinelle. C'est un formulaire de demande d'adhésion complètement gratuit. Vous avez une réponse avec un code d'accès et cette réponse est donnée systématiquement si vous rentrez dans le secteur géographique. Slide suivante. Voilà, on a un petit film de 10 minutes très bien monté qui explique en fait toute la démarche du programme. Et je vous invite à le regarder. Voilà, donc, et nos partenaires. Donc voilà, j'espère que j'ai tenu. Merci pour votre écoute. Presque, Alain. Merci beaucoup. Pierre est à mes côtés aussi pour poser des questions. Ma première question était effectivement sur les enjeux de communication. Quel type de communication vous faites à destination des futurs sentinelles? Parce que voilà, vous allez dans des capitaineries, vous allez promouvoir l'outil Donia à travers effectivement ce programme spécifique des sentinelles de la mer. Quel type de communication vous leur faites? Alors déjà, avant de parler de communication, on va parler de formation. Il y a une formation qui est directement liée à l'application, qui est en partenariat avec en fait l'entreprise Andromède qui développe cette application. Donc on travaille sur l'information liée à l'application et ensuite la communication qui est donnée, ça va être une communication spécifique liée à chaque secteur. En fait, à l'intérieur du groupe total de la communauté des sentinelles, on va avoir par secteur
euh, une information qui va être ciblée sur une observation en particulier, parce qu'on aura eu une remontée d'informations, donc on va aller plus dans le détail. Et en même temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que sur le littoral, on peut intégrer aussi des gens qui sont à pied, qui sont sur les plages, puisque la mer commence en fait sur le littoral. Ces personnes-là, ces citoyens qui ne sont pas forcément des plaisanciers, vont pouvoir aussi rentrer de la donnée. Merci beaucoup. Pierre, une question, j'en ai eu aussi une autre en tête. Hmm. Merci Fabrice. Peut-être pas une question, mais une remarque, mais si on peut le retourner en question, c'est finalement la difficulté des observatoires citoyens, mais peut-être que Thierry nous en parlera dans son intervention là, c'est de durer dans le temps en fait. C'est-à-dire qu'on a toujours plein de gens volontaires, et puis au cours des mois, des semaines, des mois, des années, le soufflet retombe et au final, ça devient presque plus contre-productif. Donc je crois qu'il y a un vrai enjeu, mais je pense que tu le sais, Alain, hein, il y a un vrai enjeu en fait à garder Ouais. une dynamique sur le sujet, et que du coup, en fait, un des points faibles en fait, souvent des dispositifs, c'est que les gens ont peu de retour en fait sur à quoi a servi les données qu'ils ont collectées, quoi. Et donc je trouve que c'est un point de vigilance qu'il Alors, faut, attends, je vais finir, là, qu'il faut avoir. Et l'autre point, moi, qui me paraît intéressant, et ça fait écho finalement un peu avec ce que va dire Marie-Laurence et Stéphanie aussi, c'est que faut pas tomber d'un côté, il y a l'information de l'usager de la mer versus l'information du scientifique, hein. C'est-à-dire que c'est deux éclairages qui doivent être complémentaires, hein. Donc, et non pas opposés. Souvent, on a des démarches locales qui nous disent oui, mais moi je sais ce que c'est parce que je suis du terrain, quoi, hein, je caricature, mais donc du coup, là, les deux approches me paraissent intéressantes et il faut peut-être aussi profiter de ces réseaux-là pour, euh, pour dépasser un peu le cadre de l'acquisition de données et aussi leur montrer dans quelle dynamique la Méditerranée évolue. C'est-à-dire qu'en fait, ça me paraît aussi important, mais c'est aussi ce que va évoquer Marie-Laurence de garder à l'esprit que finalement, quand on regarde de manière ponctuelle, ben, on voit une bouteille à moitié vide. Quand on prend un peu de recul, on peut se dire que finalement, dans les années 80, la bouteille était quand même un peu vide, quoi. Et que depuis 40 ans, ben, on a commencé à le remplir et que finalement, la dynamique, elle est plutôt à remplir la bouteille plutôt qu'à la vider, quoi. Donc là, ce que je veux dire, c'est que du coup, vigilance sur ce point-là. Et du coup, comment tu vois un peu les choses, toi, Alain, par rapport à tout ça? alors justement, le programme de sciences participatives, c'est dans l'esprit des gens, c'est un engagement. Et donc l'idée en fait de cette approche en fait de projet est intéressante parce que en même temps, ça responsabilise les gens. C'est-à-dire que la personne qui rentre dans cette communauté, non seulement on lui fait prendre des responsabilités, mais en plus ça l'engage à avoir un suivi. À nous après à animer cette communauté. On n'en est pas encore là, mais la question effectivement se pose, c'est-à-dire qu'il va y avoir petit à petit des sollicitations qui vont se faire, peut-être avec des personnes directement responsabilités pour chaque secteur, pour animer sur place comment les choses peuvent évoluer. Et c'est dans cet esprit-là qu'il va falloir en fait travailler la question. Aujourd'hui, on en est au stade de on apprend de nous-mêmes à travers le lancement de ce programme. Et déjà, le retour fait que on a déjà, ce que je disais tout à l'heure, abandonné presque une observation qui est la faune et la flore pour s'orienter vers quelque chose qui nous a été remonté. Donc l'idée est d'avoir, à travers un copil, des gens qui vont intégrer en fait la réflexion de ce qui se passe de façon récurrente sur un secteur pour ensuite travailler avec les collectivités et les DSP et les gestionnaires d'espace sur la façon de présenter une communication positive. On l'a bien dit dès le départ, la sinistrose, c'est pas quelque chose qui nous convient à tous, puisque on a besoin de participer à tout ce qui se passe. Et cette idée qui fait que on apporte en fait des solutions, par exemple sur les mouillages, sur les stations d'épuration, sur d'autres domaines, fait qu'on on apporte aussi de l'éducation à l'environnement à travers un projet. C'était un peu le sens de ma question tout à l'heure, c'est-à-dire
Il y a deux moments de communication. Et c'est plutôt sur la tonalité, comme tu disais, pour éviter la sinistrose. Dans la phase de recrutement des gens, comment on crée cette dynamique pour que les gens se sentent partie prenante de cette communauté et partie d'une dynamique positive, en un. Et en deux, ensuite, pendant la durée du projet, comment on fait des retours suite aux accumulations de données, aux analyses faites par les scientifiques, de manière à ce que les gens, comme le disait Pierre, restent engagés sur le long terme parce qu'ils se sentent utiles, parce que les infos qu'ils donnent, elles servent et ils en voient l'impact parce qu'on leur dit, voilà, suite à l'année précédente, on a fait telle observation, on se rend compte que de ci et de ça. Voilà, c'était sur ça la question de la communication en amont et pendant le projet. Ok. Alors, j'apporte une petite précision avec Julie Déter, donc d'Andromède. On a trouvé que c'était intéressant de pouvoir avoir un focus sur les steppes. Donc, par exemple, il va y avoir une implémentation sur Donia qui va permettre de regarder où se situent les différents rejets sur le littoral des stations d'épuration. Et à l'issue, en fait, des observations, il y aura un rapport d'activité qui sera fait. Donc ça sera le rapport d'activité officiel que très peu de gens vont lire, mais à côté de ça, il va y avoir une forme d'animation sur les réseaux sociaux qui seront en fait à la fois des interviews, on va dire, des acteurs directement concernés par le sujet, mais en même temps les résultats que l'on aura obtenus. Alors, ça va pas se faire du jour au lendemain parce que c'est extrêmement difficile, mais en tout cas, l'objectif, c'est bien d'avoir un objectif de la réflexion de base et de la création de l'ingénierie d'un projet jusqu'à la réalisation qui est en fait les remédiations à travers des solutions pratico-pratiques, voilà, qui seront ensuite communiquées à travers différents supports de communication. Merci beaucoup Alain. On se retrouve à la fin. Là, on va passer maintenant à Merci. Thierry pour voilà, avoir son retour d'expérience Alors oui, rapidement. Fabrice, juste une petite parenthèse, justement, nous, avec ce que va présenter Thierry, c'est que en fait, il y a une complémentarité qui va se faire avec, avec la proposition d'Oblad. Il faut imaginer que nous, on serait le zoom, en fait, une espèce de zoom scientifique grand angle, alors que Oblad est plutôt une donnée de précision avec ce qui se passe en sous-marin. Donc, je laisse la parole à Thierry qui va nous expliquer tout ça. Merci beaucoup Alain. Thierry, je te laisse allumer ta caméra et ton micro et nous allons disparaître pour que tu nous précises en une minute qui tu es et pourquoi tu nous parles. Et ensuite, je passerai les slides au gré de ton évolution. Et Alain et moi, on disparaît de l'écran et on coupe nos micros. Merci Fabrice, bonjour à tous. Donc après cette petite balade sur l'eau, je vais vous amener faire une petite plongée sous-marine. Donc je suis Thierry Onn, moniteur de plongée et responsable de l'Observatoire de la vie sous-marine au BLAD. Alors au BLAD, c'est un poisson, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, un poisson commun de Méditerranée. Ça veut dire, alors c'est aussi un acronyme qu'on a utilisé, ça veut dire Observatoire sur la baie de la Ciotat des espèces sous-marines. Ça a été créé en 2022 par le GPES. Donc, on est dans notre 5e année d'activité. Le GPES, c'est un club associatif qui est basé à La Ciotat. Alors, pas n'importe quel club, hein, puisque c'est le plus ancien club de plongée au monde encore en activité. Et c'est un gros club, un club de passionnés, un club associatif. On fait à peu près 13 000 plongées par an et on plonge toute l'année. On a des plongeurs qui plongent même depuis plus de 30 ans, voire 30 ans pour les chasseurs sous-marins, puisqu'on a une section chasse. Et autant vous dire qu'on a vu des changements significatifs dans les écosystèmes sous-marins. Mais comme on n'est pas des biologistes, on a du mal à porter une appréciation objective de ce qui se passe. Malgré tout, on a quand même le sentiment d'être des témoins privilégiés de ces changements. Et on a pensé que les données d'observation qu'on pourrait collecter pouvaient représenter une formidable valeur scientifique si elles étaient exploitées.
Donc, on a demandé à la communauté scientifique si ça pouvait les intéresser d'intégrer nos données dans leur programme de recherche pour essayer de caractériser ces changements, les changements qu'on observe et voir si on peut dégager des tendances. Euh, on avait besoin de comprendre, en fait. On voyait des changements, on ne savait pas trop, on a besoin de comprendre. Et quand on comprend les phénomènes, on peut faire des plaidoyers auprès des décideurs pour influer sur les politiques locales. Donc ça, c'est un point important. Et un autre objectif dans notre démarche, c'est de sensibiliser et former les plongeurs aux écosystèmes sous-marins. Donc voilà comment est né Oblad. Diapo suivante. Voilà, donc la démarche de notre observatoire est schématisée ici en quatre axes. Donc, les plongeurs font des relevés d'observation sur la base de protocoles rigoureux qui sont établis par nos partenaires scientifiques. On sensibilise les plongeurs à la biologie sous-marine. Alors, on forme bien sûr nos volontaires, mais on atteint aussi une cible beaucoup plus large parce que notre activité crée une certaine émulation. Hein, tous les plongeurs viennent voir ce qu'on fait avec nos plaquettes sur le bateau et se renseigner finalement sur la biologie sous-marine. Et puis le dernier axe, c'est agir. Hein, c'est notre dernière cible, c'est agir, donc auprès des décideurs pour influer sur les politiques locales. Alors les décideurs, ça, c'est pas tout à fait fini. Les décideurs, ça peut être le parc national des Calanques, le conseil régional ou départemental ou la mairie. D'ailleurs, on est partenaire de l'Observatoire de l'environnement que la mairie a créé à peu près en même temps que nous. Quelques exemples d'actions, hein, c'est la mise en place d'anneaux de mouillage immergés dans la baie de la Ciotat, le projet d'immersion d'un navire récif, l'installation d'une maison de la mer à la Ciotat ou encore la participation au contrat de baie. Voilà, diapo suivante. Voilà, donc ça, c'est notre terrain de jeu, c'est la baie de la Ciotat, la plus belle baie du monde, bien sûr. Donc on fait des relevés sur les pierres qui sont à l'est de l'île verte, sur la qualité du coralligène, notamment le taux de nécrose, et sur le phénomène d'algues filamenteuses qui se produit autour de chaque été. Donc ça, c'est des relevés photographiques. Euh, on fait aussi du comptage de poissons adultes sur les herbiers, sur le coralligène et sur les récifs artificiels au large du Liouquet. Donc là, c'est avec des transects, hein, des dévidoirs. Et on fait du comptage de post-larves au Mugel et dans le port de la Ciotat, et également sur les digues du large de la Ciotat. Là, c'est encore avec des transects. Donc, toute cette activité représente une soixantaine de plongées par an, réalisées par une vingtaine de plongeurs. Au total, une cinquantaine de plongeurs ont été formés au protocole depuis le début. Et donc j'avais peur qu'avec le temps, la mobilisation s'essouffle, hein, ce qu'évoquait tout à l'heure Pierre. Mais en fait, c'est tout le contraire qui s'est produit. L'émulation qu'entraîne l'observatoire auprès des plongeurs suscite des vocations. Et on a eu l'an dernier 17 volontaires de plus. Donc notre difficulté aujourd'hui, c'est plutôt d'arriver à faire plonger tous nos volontaires. Voilà, diapo suivante. Alors, nos partenaires. Alors, les données brutes qu'on collecte sont transmises à nos partenaires qui sont Écocéan pour les post-larves, l'Université de Perpignan pour les poissons adultes et Andromède Océanologie pour les algues filamenteuses et le coralligène. Donc, ces données sont intégrées au propre programme de recherche des centres de recherche de nos partenaires. Donc, il s'agit du programme Respire pour Écocéan et du programme Record pour Andromède Océanologie. Chaque année, on produit un rapport qui est en accès libre sur Metrix. Voilà, diapo suivante.
Voilà, donc ça c'est une image de Matrix hein, avec l'île verte et on peut cliquer sur les différents sites et avoir accès aux données collectées sur chaque site. Donc, ce qui fait l'originalité de notre démarche, c'est que ben, c'est pas un programme de sciences participatives, ça n'est pas ouvert à tous. Seuls les membres volontaires du GPES réalisent des relevés après être formés. On a une relation directe à la fois avec la communauté scientifique, mais aussi avec les décideurs. Et les protocoles scientifiques ont été établis en commun avec nos partenaires. C'est vraiment du sur-mesure. Et vis-à-vis des pouvoirs publics, le rayonnement que peut avoir notre observatoire nous donne une certaine légitimité dans l'expression de nos avis. Donc, on n'alimente pas une instance éloignée de compilation de données avec très peu de retours, comme ça pourrait être le cas dans un programme de sciences participatives, comme c'est le risque en tout cas avec un programme de sciences participatives. Bien au contraire, on se place au centre du jeu en faisant la liaison entre les scientifiques et les décideurs. Voilà, j'en ai terminé. Vous avez des questions? Merci beaucoup Thierry. C'était très clair et effectivement, pour les gens qui nous suivent de loin, La Ciotat, c'est un magnifique petit village avec une très belle baie qui fait partie du club des plus belles baies du monde, comme la baie de Rio, la baie de Somme. Donc, je recommande aux gens qui veulent découvrir ce petit village de ne pas hésiter à passer par là-bas. Euh, Première question là, qui a été évoquée. Euh, Effectivement, tu le disais, et c'est un point clé, au début, il y a dû avoir une sensibilisation de vos membres, certains ont dit OK et je participe, maintenant il y a une augmentation. Comment vous gérez cette augmentation de gens impliqués? Combien ça coûte aussi pour un club comme le vôtre de travailler sur des thématiques comme ça? Et j'aurai après une dernière question avant de laisser la parole à Pierre. Alors, bon, combien ça coûte? Bon, je ne l'ai pas dit, mais c'est un programme qui est entièrement autofinancé par le club parce qu'on considère que l'écologie, c'est un enjeu important. Il y a peu de matériel. Hein, on a un appareil photo qui a coûté 1500 euros, mais qui, lui, a été financé par Andromède Océanologie. Euh, pour le reste, ça nous coûte simplement le coût des plongées, du nitrox. Et donc, on pourrait dire que c'est un manque à gagner, mais c'est pas c'est pas une réelle dépense, on va dire. Et voilà. Bon, la motivation des volontaires, euh, bon, bien sûr, ce sont les personnes les plus sensibles à la biodiversité qui viennent nous voir hein, et qu'on recrute. Mais en fait, il y a toute une animation. On fait chaque année une journée à la fois fun et pédagogique, donc qui permet aux volontaires de mieux se connaître et qui permet aussi de présenter les résultats de, de, des recherches. Parce que le plus frustrant, je pense, dans une démarche comme ça, c'est d'alimenter une base de données et de rien avoir en retour. Donc là, ce qui est important, c'est que sur une échelle humaine d'une année, on a un retour immédiat de ce qu'on a pu observer. Justement, je reprends une question là, de Cédric. Tu parlais notamment des algues filamenteuses. Voilà, c'est des accidents d'évolution qui étaient peut-être pas prévisibles un an avant. Voilà. Est-ce que les protocoles sont faits pour être adaptés aux évolutions du contexte? Est-ce que chaque année, vous remettez à jour les protocoles ou vous suivez systématiquement les mêmes protocoles? Oui, tout à fait. Les protocoles sont évolutifs. Ça a été le cas surtout les 2 premières années. On a eu un peu de mal à mettre en place justement les protocoles, les relevés photographiques d'algues filamenteuses et de coralligènes qu'on faisait au travers de quadras. Et on a eu un peu de mal à manipuler cet instrument. Et donc, on a vraiment fait, on utilise maintenant des équerres et un parcours imposé, donc qui est beaucoup plus adapté à nos volontaires qui ne sont pas des biologiques, mais des biologistes. Et maintenant, enfin, ça fait 2 ans que les protocoles sont stabilisés
mais on s'interdit pas de les faire évoluer si jamais c'était nécessaire. Merci beaucoup, Pierre. J'ai vu que tu te moquais de moi quand je parlais des algues filamenteuses. Oui, non, mais en fait, t'as raison de souligner que la Ciotat est un petit village qui a vu la création de la fédération, le plus vieux cinéma au monde, un chantier de construction navale qui est sans doute le plus performant. La création de la pétanque, hein, pour nous, gens du Sud, c'est quand même important, la pétanque, hein, et puis accessoirement, la découverte d'une éponge carnivore, mais bon, ça, c'est un autre débat. Oui, oui, je rigolais parce qu'en fait, ce que je trouve intéressant en fait, dans les deux démarches, finalement, c'est le fait que on a des citoyens qui s'organisent par rapport à leur propre intérêt et pas par rapport à l'intérêt d'autres. C'est ce que dit très bien Thierry, hein. Initialement, la démarche elle est quand même très centrée sur le club et ses membres du club, avec la volonté de dire, ben voilà, nous aussi, on est capable de pouvoir apporter une contribution en fait à la gestion de notre territoire en fait. Et finalement, c'est bien ce qu'évoque de manière très très forte depuis plus de 40 ans un dispositif que tu apprécies tout particulièrement, qui s'appelle la gestion intégrée de la zone côtière, qui demande finalement à associer en fait les acteurs locaux à la fois à la dimension État, caractérisation, et aussi à la question du processus de décision. Et je voulais redire ce que dit Thierry, parce que pour moi c'est un point important. L'agence a la particularité, comme d'autres, de couvrir un littoral assez important et de voir souvent comment se font les choses. Et je trouve que ce qu'a dit Thierry, moi je mettrais bien en exergue, c'est-à-dire qu'en fait, les séances participatives, il faut surtout s'engager par rapport à ses propres besoins, après aller chercher des synergies avec des sachants, d'autres acteurs, etc. Parce que il faut être un peu égoïste, hein. Je veux dire, quand on s'engage en matière de bénévolement, de bénévoles, ou en matière d'engagement financier sur du moyen et long terme, il faut que on soit motivé, et on est d'autant plus motivé que ça nous concerne directement. Quand c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, ça peut être très intéressant, mais c'est souvent à l'usure, en fait, on passe vite à autre chose, quoi. Donc, voilà, moi, je trouve ça particulièrement intéressant. Et en plus, la chance que ça se passe sur le même territoire fait que, Alain l'a évoqué, ça va forcément permettre à deux catégories d'acteurs et d'usagers, ceux qui ont la tête sous l'eau et ceux qui mettent des pieds dans l'eau, de se parler, d'échanger, de croiser l'information. Et du coup, ça permettra sans doute de contribuer localement en termes sociétal à quelque chose de plus efficace que ce qui était fait jusqu'avant, quoi. Donc voilà, moi j'aurais tendance à dire bravo et continuer, quoi. Oui, merci beaucoup. Effectivement, on a vu, toi, comme moi, un peu partout, des expériences de sciences participatives qui étaient un peu déconnectées des besoins, des réalités et des enjeux. Voilà, il y a eu beaucoup de communication autour de ça. Ça n'a pas toujours été durable parce que justement, comme tu le soulignes, ça ne correspondait pas à une réalité impliquant les communautés locales. Donc là, la démarche, et c'est pour ça aussi qu'on a voulu la mettre en avant, elle s'inscrit dans un temps long parce que c'est une implication des gens qui suivent leur territoire. Et comme le disait Thierry, c'est aussi un argument pour prendre part aux discussions sur les choix et sur les décisions. C'est-à-dire que quand on connaît et qu'on suit de manière pertinente, intelligente, eh ben, on est un peu plus crédible vis-à-vis des acteurs. Merci beaucoup. Thierry, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à cette démarche qui pourrait être utile à d'autres clubs de plongée ou à d'autres associations sur la planète qui voudraient se lancer dans ce type d'initiative? Alors, c'est une démarche qui est reproductible, hein. Nous, on a voulu commencer petit euh, pour, pour être plus certain d'aboutir, mais cette démarche-là, elle est reproductible ailleurs, hein, avec la- les mêmes protocoles, hein. C'est pas compliqué. Donc, si d'autres clubs de plongée veulent se lancer là-dedans, on est prêt à les aider. Bah, merci beaucoup pour cette proposition. Voilà, le partenariat, l'échange sur ces enjeux, c'est essentiel. Puis c'est aussi un des objectifs de Éco-Solutions, c'est de mettre les gens autour de la table qui s'inspirent les uns des autres, des expériences, des bons retours et aussi bah, voilà, des écueils qui ont su être évités. Euh, Peut-être Fabrice, si tu permets, juste proposer à Alain et à Thierry de regarder dans les questions-réponses là pour apporter des éléments complémentaires. Donc, j'ai répondu à quelques-unes, mais je pense que Thierry, tu peux préciser des éléments complémentaires. Tu- tu- Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a oui. comme question?
Alors, Ah, tu vu tu que- les lis tranquillement, et voilà, tu le remplis sur le chat, en fait. Ouais, je les vois pas. je remercie Thierry Botti là, qui nous a envoyé une information parce que ce soir, il y a des éléments concernant la Posidonie qu'on a retransmis sur le chat et donc tout le monde a vu cela. Et puis après, je laisse Thierry et Pierre répondre aux autres questions sur les autres territoires maritimes couverts par l'application Donia et sur le succès d'Oblad et la possibilité d'étendre à d'autres protocoles. Merci encore Thierry. On va passer maintenant la parole à Stéphanie Jacquet. Stéphanie, merci à toi d'avoir pris part aux réflexions en amont et de pouvoir intervenir maintenant. Donc, je t'en prie, je te laisse allumer ta caméra et ton micro. Je te laisse te présenter et ensuite 10 minutes de présentation. Merci à toi. Eh bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Stéphanie Jacquet, océanographe, chercheuse au CNRS, et je travaille à l'Institut méditerranéen d'océanologie à Marseille. Slide suivante. Merci. Alors, j'ai une spécialité qui est la biogéochimie marine, et mon travail consiste à étudier les traces, disons, chimiques, que les activités humaines, ce qu'on appelle les pressions anthropiques, laissent en mer, et notamment dans les écosystèmes marins côtiers, où l'on retrouve de nombreuses sources de pollution. Mais mes recherches ne soulèvent pas que des questions de chimie marine, elles soulèvent aussi des questions de gouvernance et de perception et de représentation de ces pressions anthropiques. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler de la recherche et de l'expertise scientifique et comment elle permet de créer des liens entre la science et la société, que ce soit avec les gestionnaires de l'environnement ou avec le grand public. Parce que je dirais qu'il est essentiel aujourd'hui que la science soit partagée de manière accessible et actionnable. Slide suivante. Je vous amène donc dans le sud de la France, en mer Méditerranée, dans les Calanques, entre Marseille et La Ciotat. Et vous reconnaissez sur cette photo ce paysage idyllique des Calanques. Ce territoire est géré par le Parc national des Calanques, qui a été créé officiellement en 2012. C'est un parc à la fois marin et terrestre. Et derrière cette jolie carte postale de loisirs récréatifs, pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, se cache un territoire en fait multi-usage sous haute surveillance. Et je fais en particulier référence à son histoire industrielle de près de 2 siècles et à certaines traces de ses activités qui sont encore présentes sur le littoral. Next. Les Calanques ont accueilli au XIXe siècle de nombreuses activités industrielles, notamment des usines chimiques et métallurgiques, et ce territoire était considéré comme idéal grâce à son accès direct à la mer et à son éloignement des villes. Mais ces activités ont aussi laissé des traces durables avec d'importants dépôts industriels sur le littoral, et ces contaminants peuvent encore aujourd'hui être remobilisés et se disperser en mer, et ils font donc l'objet de mesures d'études, de protection et de restauration. Cette histoire industrielle reste souvent méconnue du grand public et de nombreux usagers des calanques. Et je vais vous illustrer en fait ce décalage entre les connaissances et la perception d'un territoire avec un autre exemple emblématique des calanques qui est celui des rejets de l'usine de Gardanne en mer Méditerranée. Je fais référence donc ici aux fameuses boues rouges. Ce sont les déchets produits par une usine d'alumine qui, entre la fin des années 60 et 2015, ont été rejetés en mer au moyen d'une canalisation. Vous voyez sur cette image donc, les déverses dans le canyon sous-marin de Cassidaigne. Ce terme de boue rouge a marqué les esprits parce qu'il a suscité de vifs débats dans l'espace public pendant plusieurs décennies. Et ce terme résume une histoire qui est complexe qui mêle industrie, gestionnaire de l'environnement, scientifique et société civile. Un moment clé de la controverse autour de ces rejets a été atteint en 2015, qui était l'arrêt attendu des boues, mais qui s'est révélé être accompagné de la poursuite d'un effluent non encore réglementaire à cette époque. Et ce que je veux dire, c'est qu'au-delà des oppositions et des attentes dans le débat public, qui est entre finalement l'arrêt ou la poursuite d'un rejet, se trouve en fait une réalité plus complexe qui se construit à l'interface entre des connaissances, des enjeux et des choix de gestion. L'usine de Gardanne, c'est ce qu'on appelle une ICPE, c'est-à-dire une installation classée pour la protection de l'environnement.
Et toute modification de ces rejets doit faire l'objet d'une demande, que ce soit donc l'arrêt des boues ou la poursuite d'un effluent. Ce n'est pas l'usine qui décide, mais des comités qui évaluent et des décideurs qui tranchent. Sur le petit schéma de gauche, vous pouvez voir qu'il y a eu un long processus d'expertise de plusieurs années, qui ont d'abord évalué la demande de poursuite d'un rejet avec une dérogation temporaire pour certains paramètres, suivi depuis 2016 d'un autre long processus de suivi et de gestion de ce nouveau rejet. Très simplement, le processus d'expertise il consiste pour les comités à réaliser un travail collectif de lecture critique des données et d'autre part à formuler des éclairages, des avis et des recommandations. L'expertise ne décide pas, elle met en avant des scénarios et des enjeux associés. Alors, pour la phase d'évaluation de la demande, 3 comités consultatifs principaux ont élaboré leurs avis, leurs recommandations auprès des décideurs, donc notamment le préfet, complétés par de très nombreuses tierces expertises. Et pour la seconde phase, la phase du suivi, 2 comités ont ensuite poursuivi le travail suite aux décisions prises, aux recommandations formulées et aux actions mises en œuvre. Et l'ensemble de ces comités représente un large éventail d'acteurs de nombreux horizons, et chacun des comités a évidemment une spécificité. Next. Alors, je voulais aussi vous préciser que je vous parle de tout cela avec une double posture dans ces processus. D'abord, en tant qu'experte scientifique, j'ai été sollicitée à plusieurs reprises dans le cadre du suivi de l'effluent en mer sur des questions de contamination métallique. Et puis aussi en tant que chercheuse qui travaille dans ces projets de recherche sur la question des rejets industriels dans les grands fonds marins en termes de contamination métallique, mais pas que. Par exemple, avec des chercheurs en sciences de l'information et de la communication, on étudie, à travers le cas des rejets de Gardanne, la circulation des connaissances scientifiques, dont celles que j'ai moi-même produites, dans les processus de décision publique. Et cette double position, elle m'offre un regard privilégié sur la manière dont les connaissances scientifiques sont produites, discutées, mobilisées et parfois transformées donc, dans l'action publique. C'est une position qui me permet aussi de chercher à combler ce fossé qui peut exister entre les scientifiques, les décideurs et le grand public. Et très important, il est aussi donc crucial, dans le cas des rejets de Gardanne, de constater que les décisions prises ont des effets concrets en mer suite aux actions mises en œuvre. Il y a eu, par exemple, la recolonisation des fonds par les espèces benthiques suite à l'arrêt des boues, le traitement et la réduction des contaminants en métaux de l'effluent. Ça a réduit leur dispersion en mer, limité les processus géochimiques qui en découlaient. Il y a aussi eu des développements techniques industriels reconnus comme ce qu'on appelle les BAT, les meilleures techniques disponibles pour le traitement des boues au niveau européen. Mais il y a aussi eu des nouveaux effets avérés, comme par exemple la mise en évidence de flux localisés de contaminants depuis les dépôts historiques. Et cela rappelle aussi qu'il faut rester vigilant sur les effets différés de long terme. Suivante. Donc, mon message, pour finir, est que derrière des controverses, souvent résumées à des oppositions ou des représentations, je dirais simplistes de pour ou contre un rejet, se cachent souvent des années de travail collectif, de production de connaissances, d'expertise, de mise en action et de suivi, et que les avancées obtenues pour la Méditerranée en sont le fruit, et montrent aussi combien l'expertise scientifique, je dirais, constitue un trait d'union entre ces connaissances et l'action. Et je termine sur cela. Merci beaucoup. C'était très clair. Ton double regard de scientifique impliqué et de scientifique qui a pris du recul par rapport à ces démarches m'intéresse parce que aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, quand le débat est chaud autour d'un sujet de ce type-là, voilà, les rejets, mais ça peut être n'importe quel sujet dans un espace naturel, aujourd'hui, la science n'est plus perçue comme un niveau d'expertise absolu, mais comme une opinion. Et notamment à travers les réseaux sociaux où il peut y avoir beaucoup d'agitation là derrière. Comment on fait pour être audible et objectiver une communication très clair dans un débat qui peut être effectivement basé sur du ressenti et pas du tout sur de la science.
Oui, comme tu le mentionnes, il faut rester très objectif et se baser sur des faits qui sont surtout aussi contextualisés, ce qui est très important dans toutes les communications que je peux faire, qu'elles soient scientifiques ou vraiment pour le grand public. Il est très important de pouvoir, je réutilise ce terme, et contextualiser les propos que l'on tient euh, et savoir aussi les expliciter différemment suivant les acteurs avec lesquels on discute, parce que ce qu'on s'est aperçu, c'est que dans toutes les oppositions, en fait, les attentes étaient formulées différemment, mais étaient presque toujours les mêmes, hein. Comment améliorer la qualité du milieu marin, mais elles étaient formulées de manière différente. Et donc, ça implique d'avoir des réponses différentes, même si le fond reste le même. C'est savoir approprier euh, oui, approprier son discours de la bonne façon. Mais, justement, dans le passé, j'ai été amené à être avec différents scientifiques de différents niveaux de qualité, mais certains me disaient, moi, mon rôle de scientifique, c'est de donner des données, une interprétation, mais mon rôle n'est pas de communiquer. Moi, ça s'arrête là. Comment est-ce qu'on passe justement de ce rôle de scientifique qui produit de la donnée objective à ce rôle de scientifique participe au débat, qui communique dans le débat? Est-ce qu'on ne sort pas de son rôle? Est-ce que ça fait partie du rôle? Et comment est-ce que justement on prend part au débat sans être, enfin, en ayant un niveau de militantisme qui permet de faire passer des informations et de contribuer au débat, mais de manière très objective. Alors, on reste la même personne et ça fait partie de nos fonctions, communiquer, prendre place dans ces expertises. Je dirais que c'est l'expertise qui nous permet de passer ce cap. Et puis aussi son engagement très personnel de sortir de ce cloisonnement où on dit je suis juste chercheur. Non, non, juste chercheur, ça ne veut pas dire juste produire des données, c'est aussi être capable de les expliciter, de les transmettre, de les rendre actionnables. Et le travail de l'expert vient là vraiment donner cette carte, cette capacité de pouvoir. C'est pas des jugements qu'on va ou des avis qu'on émet, hein. Encore une fois, je répète, c'est basé sur des faits, des connaissances, et c'est une capacité de pouvoir les traduire dans un bon langage qui est accessible et actionnable. Et cette double casquette, en fait, ça reste la même casquette. C'est vrai qu'on dit on a une double casquette, mais on reste, c'est le même engagement. Merci beaucoup, Pierre, pour rajouter des questions. Ouais, il y a plusieurs remarques, hein. D'abord, le scientifique, c'est un citoyen aussi, donc il a le droit de participer au débat public. En plus, il a une responsabilité supplémentaire, puisque lui, il doit arriver avec des faits et du factuel. Je vais tirer le bouchon avec deux exemples en faisant le lien avec Thierry et Alain. Souvent, Thierry, on discute de choses qu'il voit sous l'eau et des fois, ça peut être très inquiétant, quoi. Et à ce moment-là, et c'est normal que ça puisse inquiéter de voir quelque chose sous l'eau qu'on ne comprend pas. Mais à ce moment-là, la solution, c'est peut-être simplement de se rapprocher des gens qui savent, en fait, et d'écouter des gens qui savent, en fait. Voilà. Et c'est un des points qui est intéressant, je trouve, dans la démarche de Blad, c'est qu'il y a ce lien, justement, entre, tiens, moi, je me pose des questions, et qu'est-ce que tu vois derrière, qu'est-ce que tu comprends derrière? Et chacun joue son rôle. Maintenant, je passe à Alain, ce qui me fait un peu peur avec la démarche des plaisanciers, c'est qu'ils vont voir quatre bulles et une tache noire à la sortie d'une station d'épuration, et ça va être la station d'épuration ne fonctionne pas, la mer est polluée. Alors peut-être que oui, peut-être que non, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a ce qu'on peut observer en tant que citoyen de manière ponctuelle, etc. Et puis, il y a ceux qui, comme l'exprime Stéphanie, étudient, comprennent, relativisent, prennent du recul, etc. Et si on va avancer, en fait, collectivement, en fait, sur à la fois l'appropriation des enjeux de la Méditerranée et à la fois être plus efficace collectivement et encore gagner un cran par rapport à cet enjeu méditerranéen, il faut que chacun soit dans son rôle, en fait. Et qu'on n'ait pas un citoyen qui soit plus scientifique que le scientifique, et qu'on a un scientifique qui veulent ne pas entendre ce que le citoyen a à dire. Et les endroits où ça marche, parce qu'il y a quand même des endroits où ça marche,
bah, finalement, c'est quand les deux sont un peu sont liés, quoi. Donc, et c'est ça que je trouve intéressant. Et j'irais presque jusqu'à dire, parce que je commence à être pas comme toi, Fabrice, un peu plus vieux, c'est aussi une question de génération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que les nouveaux chercheurs ou les jeunes chercheurs ou ceux qui ne sont pas encore trop anciens, en fait, ils sont beaucoup plus dans une logique d'écoute, de participation et de co-construction, quoi. Et donc, ça montre que finalement, on est juste dans une phase de transition et que comme toutes les phases de transition, bah, ça prend un peu du temps, mais qu'en tout cas, les perspectives, elles sont plutôt intéressantes et rassurantes. Oui, et Pierre, excuse-moi Fabrice. Je- Effectivement, je voulais ajouter sur cette question d'indépendance scientifique. En fait, l'indépendance scientifique, ça ne consiste pas à rester à distance des enjeux. Elle consiste à garder en fait une autonomie de jugement lorsqu'on analyse. Et ça signifie pas non plus l'absence de valeur ou l'absence d'interaction avec les acteurs, hein. Et ça repose sur l'indépendance, la transparence des méthodes, l'explication, l'explicitation des limites et la capacité à produire un jugement scientifique et fondé sur des connaissances disponibles indépendamment des intérêts en présence. Et c'est vraiment ça, l'indépendance. Elle n'est pas on ne s'est pas séparé d'absence de valeur. Pour rebondir ce que tu disais, Pierre, sur on est aussi citoyen. Voilà, je voulais préciser cela. Du coup, je pose une question à vous deux, parce qu'on nous demande quelles seraient les bonnes manières pour justement que le scientifique puisse bien être entendu et avoir une communication efficace aujourd'hui où la science est remise en question. Euh, à l'inverse, je vais retourner la question. Qu'est-ce qu'il faut plus faire aujourd'hui quand on est scientifique et quand on veut parler, quand on veut être entendu? Qu'est-ce qu'il ne faut plus faire, qui a été fait dans le passé? Quelles sont les erreurs? Mais merci de ne pas citer de nom. Mais voilà, les choses qui sont aujourd'hui un peu datées et qu'on ne referait plus aujourd'hui. Voilà, en termes de communication scientifique dans le cadre de débats territoriaux. Euh, Pierre, si tu veux, sinon Non, j'ai. mais en fait, enfin, quel est le citoyen qui lit des publications de scientifiques? Il n'y en a pas. Donc voilà, donc ça veut dire qu'à un moment donné, soit le citoyen, il lit des publications scientifiques, soit le scientifique, il va vers le citoyen et puis il explique de manière compréhensible et appropriable le contenu de son savoir. Bah, la seule solution, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'effectivement, on a besoin en fait que le scientifique participe au débat public, hein, soit un acteur de la société avec son rôle et ses compétences. Et comme toute action de ce type-là, ça demande de temps, de l'énergie. Stéphanie le dit, de l'implication et de la redondance, en fait, hein. La pédagogie est l'art de la répétition. Mais ça demande aussi, pardon du terme, une forme de courage. Parce que quand tu arrives avec des faits, je trouve que l'exemple des bourreaux, je ne vais pas le traiter, mais je pense qu'il est assez exemplaire dans ce domaine-là. Quand tu arrives malgré tout avec des faits, des choses traçables, vérifiables, factuelles, etc. Et c'est aussi vrai pour la Méditerranée que tu dis qu'il y a un certain nombre de choses qui s'améliorent. Mais quand tu as en face de toi des gens qui, de toute façon, par définition, considèrent que ça reste pollué, qu'il y a encore des boues rouges, alors qu'il n'y a plus de boues rouges, machin, etc., c'est très compliqué, en fait, de faire passer les messages, si ce n'est d'être toujours dans la pédagogie. Donc, ça veut dire que quelque part, à un moment donné, pour répondre à la question, il y a un émetteur, un récepteur, et pour que les deux communiquent, il faut qu'ils soient branchés sur le même canal, en fait. Et donc, le premier travail, c'est faire en sorte que les gens sont branchés déjà sur le premier canal, ouvrent le canal pour une discussion, et puis que chacun s'écoute et fasse ce qu'il a à faire. Ouais. Moi, je compléterai en disant que c'est ne pas seulement parler en son nom, son propre nom, parce que ça, je vois que c'est vraiment des erreurs faites dans l'espace public par le scientifique. Rester factuel, tu le disais bien, Pierre, on l'a déjà dit plusieurs fois. Savoir écouter les attentes, parce que souvent, c'est aussi des erreurs commises, parce que si on n'écoute pas bien les attentes, on ne sera pas formuler les réponses que les personnes attendent. Et être capable aussi d'expliciter les incertitudes. Et ça, c'est pas toujours facile dans l'espace public et c'est quelque chose sur lequel il faut être vigilant. Donc voilà, c'est pas des choses à éviter, mais c'est des vigilances à tenir lorsque on s'engage dans l'espace public. Merci beaucoup. On va passer la parole à Marie-Laurence. Alain, j'ai vu que tu avais levé la main. Ne t'inquiète pas, on fera un petit débat final où chacun voilà, aura réfléchi à toutes ces questions et partagera sa,
sa synthèse ou sa réflexion par rapport à ce sujet de comment raconter aujourd'hui plus positivement et être entendu en tant en fonction de vos positions, comment être entendu par le citoyen et les décideurs. Merci encore Stéphanie. On va passer donc à la parole à Marie-Laurence Cipriano. Marie-Laurence, je te laisse te présenter en 1 minute et ensuite 10 minutes en complément et j'appuierai sur les petites touches quand tu me le demandes. Merci. Donc bonjour, je m'appelle Marie-Laurence Cipriane, je suis navigatrice. J'ai notamment navigué de Corse jusqu'en Polynésie à la voile. Je suis plongeuse classe 1B. Mais tout ça est assez récent, car au départ j'ai fait des études de relations internationales. Et bien que je sois née en Corse, alors ça commence par un C comme Ciotat, mais c'est pas la Ciotat, c'est un endroit juste en face. J'étais jusqu'en 2023 assez éloignée de cet environnement marin. Je rencontre cet environnement-là, cet univers en 2023, notamment avec la Star Réseau et Lovina que je vois connectée. À cette époque, je mets le pied pour la première fois sur un voilier et je plonge également pour la première fois. C'est un grand coup de cœur. Je me dis que je veux être biologiste, mais je sortais déjà de 6 années d'études et je ressentais vraiment le besoin de terrain. Donc à cette même époque et de cette rencontre, je fonde avec le réalisateur Franck Fougère Naeco. Tu peux passer la slide suivante, Fabrice. Et on se rend compte mutuellement que notre angle créatif va être plutôt une force. Et que de toute manière, Lovina existait et déjà pour parler de cette biodiversité-là et qu'on avait sous nos yeux, elle le faisait déjà parfaitement. Donc Naeko veut dire océan à l'envers et c'est une invitation à changer de regard et à véritablement renverser notre perspective. On est donc parfaitement dans le thème de ce webinaire avec l'idée d'incarner une Méditerranée autrement puisque c'est un projet également qui est né au départ d'une éco-anxiété, jusqu'à une forme de mobilisation avec l'envie d'incarner une écologie du coup engagée, accessible et aussi positive. L'un de nos moteurs de ce projet, du coup, oui, c'est avant même de parler de crise, c'est quelque chose de plus simple, c'est la beauté et l'émerveillement. Donc si on ferme les yeux et que l'on pense à la mer, on va penser à l'odeur du ciel, à la lumière, au bruit du vent. Cette mer-là, forcément, mais on l'aime. Et c'est justement pour ça que la voir s'altérer fait mal. Et quand quelque chose que l'on aime se dégrade, ce n'est pas seulement une information, c'est aussi une atteinte à ce lien que l'on porte. Maintenant, si on passe au constat, donc on a aujourd'hui beaucoup de données, beaucoup d'alertes, beaucoup d'articles, mais il y a un paradoxe, plus on sait et plus on se sent parfois impuissant. Ce décalage, il a un nom, c'est la solastalgie, cette douleur de voir son environnement changer, se dégrader, sans savoir vraiment comment agir. Il y a un lien, et on entendait parler juste avant, avec la paralysie notamment. Et la deuxième chose, c'est le fait de vivre dans une sorte de bulle sans s'en rendre compte. Notre idée du bonheur, de la réussite, du progrès vient en fait d'une construction sociale devenue une sorte de norme. Et dans cette bulle, la mer a souvent pris la place de décor. L'écologie est un sujet en plus, en quelque sorte, et le vivant, quelque chose qu'on consomme plutôt que quelque chose qu'on habite. Pour pallier ce problème, au sein de Naeco, raconter la Méditerranée autrement, on le voit au travers de 3 bascules. La première, c'est justement remettre la beauté au centre. Donc pas comme une décoration, mais plutôt comme un moteur. La beauté n'est pas un luxe, c'est celle qui touche, on va dire, qui relie et qui nous donne vraiment envie de protéger. On connaît tous et toutes la phrase qui est attribuée à Cousteau, on aime ce qui nous émerveille et on protège ce que l'on aime. Donc voilà, ça fait bien le lien avec cette idée-là. Et c'est aussi donc une forme d'écologie culturelle. Protéger le vivant aussi, c'est aussi protéger ce qui fonde nos attachements, nos imaginaires et plus simplement notre mémoire. En parlant de mémoire, il y a un enjeu immense. J'en parle souvent avec Pierre, notamment auprès également des jeunes. Beaucoup vivent une crise de la mémoire. Ils n'ont pas toujours vu le beau du vivant de près. Ils ont hérité d'images négatives, catastrophes, plastique, déclin. Et c'est comme si leur époque leur donnait en quelque sorte le diagnostic sans leur donner cette opportunité de rencontre. Je me souviens d'ateliers que j'ai animés notamment pour Naeco et avec du coup ma question auprès des jeunes, c'était simplement si vous deviez décrire la Méditerranée en un seul mot, lequel serait-il? Et c'était et puis ils étaient tout jeunes, c'était des mots qui touchaient au champ lexical de la catastrophe.
Donc vraiment, la question, c'est comment justement défendre ce qu'on n'a jamais vraiment rencontré et comment basculer aussi de l'anxiété à une capacité d'agir. On arrive du coup sur la bascule numéro 2, car nommer la solastalgie, ce n'est pas forcément si enfermé, c'est reconnaître justement une émotion légitime et s'en servir justement pour retrouver une forme de mouvement. On a souvent une approche très technique quand on parle d'environnement, c'était les débats juste avant, mais avoir justement une approche de sciences sociales, et là en l'occurrence l'action de simplement mettre des mots sur des ressentis qui nous touchent tous et toutes, sans qu'on soit forcément scientifique. Et ça, c'est essentiel. Car l'émotion, quand elle est reliée à justement une vision, un chemin peut devenir une forme d'énergie. Ce mouvement va générer forcément des questions, mais avoir des questions, ça aide, car seule, du coup, la peur, elle, paralyse. Et je me souviens quand j'ai débuté ce projet Naeco en 2023, à chaque fois, ma petite phrase, c'était vraiment, j'ai beaucoup de questions. Et pourtant, plus j'apprenais, plus j'avais de questions. Bascule numéro 3, cette fois, elle touche à la vision. Comment retrouver une vision d'un monde soutenable? C'est à la fois une finalité, mais également une base, un terreau, pour deux raisons. L'humain a besoin d'une vision concrète, en l'occurrence, imaginer un monde soutenable, désirable, habitable. Il y a une citation que j'aime bien, je crois que c'est un proverbe biblique qui a été repris par la suite par Roosevelt, qui dit que là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Donc pour dire à quel point la vision est intrinsèque à l'humain, l'humain a besoin d'une vision, la société a besoin d'une vision, et on a besoin en tant qu'humain de perspective. Mais aussi, du coup, la deuxième chose, c'est simplement pour agir, l'humain a vraiment, enfin, l'humain a vraiment besoin de positif. Et ça aussi, j'ai une citation de Saint-Exupéry qui résume assez bien, qui disait que donc, si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas des hommes et des femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et de tes femmes le désir de la mer grande et belle. Donc ça, c'est assez génial comme phrase pour du management. Mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est de noter que si l'écologie, justement, ne raconte pas ou ne raconte que des renoncements, que du négatif, bah alors du coup, elle va perdre tout le monde. Donc si à l'inverse, on raconte une manière plus juste d'habiter, plus sobre, plus coopérative, alors on redevient un horizon. Donc c'est justement ce qu'on travaille avec Naeco. On s'est rendu compte d'une chose, si on veut mobiliser, il faut premièrement croiser les regards. Les scientifiques apportent la rigueur, les artistes la sensibilité et ensemble y rendre visible ce qui est souvent invisible. Il y a aussi le fait que la mer ne devienne plus qu'un sujet, mais il y a vraiment ce côté de transdisciplinarité et ce n'est donc plus un problème en soi d'écologie, c'est un problème, on va dire, de notre relation à la mer que l'on traite. Parce que justement, si on pense en silo, on se priverait de tout un champ des possibles. Et l'écologie, comme on l'a dit ben encore aujourd'hui, elle ne peut pas être coupée justement des sujets sociaux, culturels et économiques. Donc enfin, la question finale, c'est justement comment est-ce qu'on passe du récit, tu peux passer la slide suivante, à la mobilisation. Donc du coup, par le faire ressentir, la proximité, le vivant, comment retrouver l'attention par le faire comprendre, notamment les mécanismes, les interdépendances, les réalités, comprendre ce qui arrive à la mer comme un tissu en sorte de cause et d'effet, ce même tissu qui touche nos vies, hein. On se rappelle qu'il y a toujours une interaction entre les divers champs. Et enfin, le faire agir, des gestes, des choix, des projets, parce que le basculement ne vient pas du coup de la bonne intention, il vient des structures, des habitudes, des coopérations que l'on construit. Naiko travaille précisément sur ce passage en créant des formats qui touchent et qui donnent prise, que ce soit sur le terrain, dans les écoles, dans les événements, via des films, des capsules et des rencontres. Et puis simplement également par son existence, le fait qu'on soit en l'occurrence dans Naïko plein de jeunes avec plein de diplômes géniaux et qui avons décidé du coup de mettre notre énergie justement à œuvrer sur ces questions-là. Donc pour conclure, on avait préparé une petite vidéo. Bon, en l'occurrence, on n'a pas la possibilité de partager le son, donc on peut voilà éventuellement la lancer. Donc cette vidéo, c'est le petit teaser de le dernier documentaire que l'on a tourné en septembre dernier, puisqu'on fait des expéditions notamment qui mêlent artistes et scientifiques à la voile. C'est quelques images que l'on a pu tourner en s'éloignant à peine des côtes, de la Corse et de la Ciotat du coup. Et donc voilà, là c'est un Rorcal.
Et donc, ce documentaire, justement, s'est concentré à traiter des questions de solastalgie et de méliorisme aussi. Donc, on a d'un côté la solastalgie, ce sentiment qui vraiment nous touche, peu importe qui l'on soit, face à l'altération de l'environnement. Hein. Au départ, la première, on va dire, le premier souvenir que j'ai avec ce terme-là, c'est mon grand-père qui me disait, ah, ben, quand j'étais jeune, je voyais beaucoup de choses ici, beaucoup de poissons, où il y avait moins de bâtiments, par exemple, sur la côte littorale. Donc, ce qu'on a essayé de faire à travers ce documentaire, bah, c'est filmer justement le beau, mais également confronter le regard scientifique, donc avec Michel Marengo de la Starezo, qu'on a vu apparaître juste avant, et notamment, par exemple, le regard du pêcheur, plus vieux pêcheur de Girolate, qui est un petit village en face de La Ciotat. Non, en Corse, du coup. Et du coup, c'était intéressant de voir, on va dire, les échanges, ces deux interviews qu'on a faites une à une, donc qui n'étaient pas en même temps. Mais du coup, au travail de montage, ce qui a été intéressant, c'était vraiment de se renvoyer la balle, l'un et l'autre se renvoyer la balle, justement, sur ces questions. Donc, vous pouvez retrouver ces contenus sur les pages de Naeco, Naeco, comme océan à l'envers, notamment sur Instagram ou sur Facebook. On est en train de refaire le site internet, mais voilà. Merci beaucoup. Désolé pour le son de cette très très belle vidéo. Et effectivement, je recommande à tout le monde d'aller voir ça sur le site de Naeco. Je reprends une phrase de Gilles Clément, qui est un paysagiste qui a travaillé pour le conservatoire, qui travaille encore, et qui, à l'entrée du jardin du Rayol, a mis une carte du monde à l'envers, un peu comme Naeco. Et il dit, quand c'est à l'endroit, on voit tout. Quand c'est à l'envers, on comprend tout. Voilà, donc c'est aussi en écho et en miroir avec Naeco. Euh, Cyril Michaud a fait une petite question, mais que je reprends. Effectivement, on se retrouve face à des gros titres et il y a des visions journalistiques très catastrophistes. Et ça, on le dit et on le répète. Comment, quand on est interviewé par des journalistes, on arrive à être crédible tout en leur disant le beau est important, il y a du positif, et comment est-ce que justement on peut exister alors que les gens attendent de la catastrophe et du négatif? Oui, c'est toute la difficulté aussi d'être visible, en fait. Ce qui est de l'ordre de la catastrophe marche vraiment beaucoup mieux. Et ça, c'est encore une fois, c'est de l'analyse, on va dire, c'est humain de voir les choses comme ça et de réagir comme ça. Donc c'est vrai que c'est toute la difficulté. Je pense que ça touche l'écologie culturelle dans le sens où, encore une fois, ce qu'on va essayer de faire avec ce projet, c'est vraiment de s'inséminer, on va dire, vraiment un petit peu partout avec différentes manières, mais sans provoquer, parce que bah, justement, c'est pas du tout notre direction artistique. On n'est pas dans la provocation, on n'est pas justement dans dans des avancées alarmistes. Donc, c'est clairement une difficulté. Donc, on essaie de toucher d'autres manières et notamment, on travaille avec des influenceurs, parce qu'on s'est rendu compte que bah, aujourd'hui, bah, typiquement, je n'ai pas grandi avec, j'ai pas de télé chez moi. Bah, du coup, on a essayé de justement être beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux, travailler avec des gens qui ont bah, beaucoup plus d'influence au départ et qui sont pas forcément sensibilisés. Parce que justement, bah, eux, c'est bête, mais ils ont des gens qui les suivent et leur message passe des fois beaucoup mieux. Donc c'est vraiment, on va dire, on va dire, être présent sur des endroits aussi où on ne s'attend pas à ce qu'on soit présent. Merci. Une dernière question avant de passer la parole à Pierre et puis de tous se retrouver pour un mot final. Euh, le grand public, on sait très bien que c'est chouette et c'est une cible, mais ça n'existe pas, le grand public. En fait, si on veut parler à tout le monde, on parle à personne. Donc, il faut avoir des cibles. Comment vous faites justement pour cibler votre communication vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis des vieux, vis-à-vis des décideurs? Enfin, voilà. Comment est-ce que vous arrivez à séquencer ou à découper cette communication pour toucher le plus de monde possible? Oui. Moi, c'est encore en évolution, je dirais. On n'a pas le projet est encore relativement jeune, donc on n'a pas la prétention d'avoir trouvé encore vraiment la solution parfaite.
Mais justement, on essaye d'être présent un peu partout. On travaille autant avec les scolaires, autant avec les profs, autant avec les scientifiques. Enfin, d'avoir une présence vraiment globale pour déjà essayer de faire du lien, parce que du coup, on est bien placé pour le faire dans le sens où justement, on essaie de créer des ponts qui n'existaient pas. Et après, rechercher toujours la solution. On n'a pas de solution miracle, mais effectivement, ça, c'est sûr que le grand public, il y a pas de grand public. Je suis complètement d'accord. Après, ça peut être par localité, on va dire le fait, on va dire notre pari, c'est aussi bah, d'être présent, par exemple à Ajaccio, où il y a très peu de choses qui se fait finalement lié à la mer, alors même qu'on est une île au milieu de la Méditerranée, au cœur du sanctuaire Pélagos. Et en termes d'initiatives liées à la mer, bah, ça me marque à chaque fois. Là, je reviens d'un projet européen aussi avec Naeco en Pologne. On était à Worklow. Peut-être que certains connaisseront cette ville, moi je ne connaissais pas. Mais pour dire, au milieu de cette ville qui est vraiment au cœur de l'Europe, il n'y a pas la mer du tout, il y avait le musée de l'eau qui était extraordinaire. Et en Corse, on n'a pas, ni Ajaccio, d'endroits, de lieux où on sait qu'on peut se retrouver pour traiter de ces questions-là à l'année. C'est à l'occasion de festivals qui durent 4 jours, une fois par an. Enfin, il y a de quoi faire. Donc, on va dire la présence aussi sur le terrain, elle est super importante et c'est ce qu'on va essayer de faire. Euh, Pierre, je cite une phrase qui nous a été dite par Monsieur Seznec, qui cite Victor Hugo, puisqu'on cite des grands auteurs, et qui disait il y a plus de choses naufragées au fond d'une âme qu'au fond de la mer. Voilà, c'est là aussi, c'est beau et ça nous fait vivre. Ouais, mais Oh, waouh. Encore un Ciotadin qui a de la culture, tu me diras, mais bon, nous on a l'habitude avec les collègues. Non, moi je vais répondre à ta question là. Comment tu fais quand tu t'adresses, quand des scientifiques te posent des questions, machin, etc. Ben, je crois que quand un journaliste pose une question, on lui donne la réponse qu'on veut lui donner et non pas la réponse qu'il veut entendre. Et même si ça ne lui fait pas plaisir, et même si ne te rappelle pas la prochaine fois pour faire un bout d'article. Après, en écoutant Marie-Laurence, là, je me suis dit finalement, est-ce que la solution, c'est pas de rendre la mer à autre chose que des écologistes et des économiques, en fait, et des économistes, en fait. Finalement, il y a de la culture, il y a de l'histoire, il y a du bien-être, il y a de la santé, il y a tout ça. Et est-ce que c'est pas ça aussi qu'on a besoin de mobiliser, en fait, ce qu'on fait quasiment jamais, en fait, pour ouvrir les chakras de tout le monde vis-à-vis de la Méditerranée. Et moi, je pense qu'au contraire, que c'est dangereux de cibler les publics, parce que sinon, tu vas avoir un discours pour les vieux, un discours pour les jeunes, un discours pour les gens du Nord, un discours pour les gens du Sud, etc. Et en fait, il n'y a qu'un seul discours à porter, quoi. Il n'y a pas 10 discours à porter, quoi. Tu vois. Donc après justement, c'est ça qui crée des clivages. Et c'est une grande spécialité qu'on a tous, en fait, parce qu'on a tous un avis sur tout et on a tous raison sur l'avis qu'on donne, quoi. Et c'est pour ça aussi qu'on a du mal à avancer sur plein de sujets. Stéphanie l'a abordé à la peine, mais on voit bien tout le débat qu'il y a encore aujourd'hui sur les boues rouges. Enfin, je trouve que si on était tous d'accord pour écouter les docteurs, quand on va voir un toubib, en fait, ça qui est marrant, moi, ça qui m'interpelle beaucoup, c'est que quand on se sent pas bien, on va voir un toubib. Et le toubib, ben, on lui fait confiance. Il nous prescrit des médicaments. Et après, bah, c'est notre responsabilité de les prendre. Ben, les océanographes, les gens qui travaillent sur le milieu marin, machin, etc., ils ont la même fonction, hein. Sauf que le patient en face, il ne croit pas au diagnostic. Il se fait son propre diagnostic et de toute façon, il n'a pas envie de prendre des médicaments. Ben, on n'avance pas, hein. Donc, ça serait bien au contraire, tu vois, qu'on arrive à avoir un discours factuel qui finalement s'impose à tous, sur lequel on se l'approprie pas, mais en tout cas qui sert de base de construction à la maison commune, quoi. Et puis derrière, bah, on construit avec ceux qui veulent construire. Et dans ceux qui veulent construire, c'est pas qu'une histoire de scientifiques ou d'élus ou de citoyens, c'est une histoire de tout le monde, en fait. Et on gagnera un cran le jour où on arrivera à mettre en synergie tout ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des approches comme celle de Naeco ou des approches citoyennes ou des approches des scientifiques qui viennent dans le débat public, c'est que tout ça, ça se construit avec tout le monde, quoi, avec des mots différents, des approches différentes, des sensibilités différentes, quoi. Et ça, on ne l'a pas encore construit, en fait, puisqu'on n'arrive pas à faire unité derrière ces enjeux de protection des océans et de la Méditerranée. Complètement, ouais. Ça traverse on va dire tous les secteurs, que ce soit l'éducation, la culture, l'économie, santé,
tourisme, pêche. Enfin, en l'occurrence, le défi, c'est justement de ne pas en faire un problème. C'est un petit peu comme quand on parle d'écologie. C'est vraiment la relation que l'on met avec celle-ci, mais ça traverse, ça touche tous les secteurs. Merci beaucoup. Le temps file. Je vais proposer à Alain, Thierry et Stéphanie de nous rejoindre et de nous donner à chacun à votre tour votre mot de conclusion en quelques secondes. Voilà, on va refaire dans l'ordre d'apparition. Alain, par rapport à tous ces sujets en moins d'une minute, qu'est-ce que tu retiens et quel est ton retour d'expérience par rapport à ce sujet sur comment raconter positivement la Méditerranée? Euh, Alors, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je vais me limiter dans mon temps de parole. Ce qui est important, effectivement, c'est qu'il ne faut pas regarder à travers un simple focus d'une catégorie socio-professionnelle, le scientifique, l'écologiste ou l'institutionnel. Non, il faut avoir une culture méditerranéenne pour bien comprendre les enjeux et faire en sorte que ces enjeux soient bien traités. Moi, je crois qu'il y aurait beaucoup de choses à dire autour de cette mobilisation de la culture, de l'artiste, du scientifique, parce qu'en fait, en Méditerranée, c'est le berceau de notre civilisation, hein. Je vous rappelle que les Grecs qui ont parcouru la Méditerranée de long en large ont créé Marseille il y a 2600 ans et ils nous ont apporté beaucoup de connaissances à travers leur mode de fonctionnement. Et aujourd'hui encore, on arrive à retrouver tout ça. Pour revenir à la remarque de Pierre sur la subjectivité des observations et parfois des observations erronées, eh bien, la science participative des sentinelles de la mer Méditerranée permet justement de pallier justement à ces observations erronées parce que, en fait, le nombre fait que quand une observation est multipliée par la même observation est multipliée par le nombre de sentinelles, eh bien, on ne va pas mentionner dans l'application Donia les 4 bulles d'un dysfonctionnement de station d'épuration. On va prendre aussi des photos, voire des vidéos que l'on va transmettre. Donc, je Juste dirais Alain, que, juste Alain, je suis d'accord avec toi. Là, c'est pas la donnée, c'est l'interprétation de l'observation. alors, justement, j'allais rebondir là-dessus. On La avait dit une conclusion, petite minute. On avait dit une petite minute parce qu'on alors, doit conclure tous. voilà, une minute. Non, non, une minute, elle est passée. Donc là, c'est juste la conclusion. Alors, la conclusion, c'est qu'il y a 15 jours, on a observé une explosion du phytoplancton. Sur les réseaux sociaux, c'était un dysfonctionnement de station d'épuration. Et parce que les sentinelles ont été alertées sur cette observation, qui était à l'origine fausse, mais qui observait quelque chose, eh bien, on a porté en fait une rectification à cette observation. Donc, vous voyez, les sciences participatives ne sont pas peut-être des sciences exactes, mais en tout cas, elles tendent à apporter des informations qui ont tendance à proposer des réponses exactes. Voilà. Merci beaucoup, Alain, effectivement, pour cette perspective réjouissante sur les sciences participatives. Thierry, en quelques mots. Oui, alors moi je voulais simplement dire que c'est pas parce que on est simple citoyen qu'on peut pas agir, et c'est pas parce que on n'a pas les connaissances nécessaires pour analyser une question qu'on peut pas agir. Et c'est tout l'esprit de l'observatoire au Blad qu'on a lancé. Nous les plongeurs, on n'est pas des biologistes, mais on fait face à un problème qui nous dépasse et on s'est donné les moyens de l'analyser en s'appuyant sur la communauté scientifique et on s'est donné les moyens d'agir auprès des pouvoirs publics sur des questions qui nous concernent et qui nous touchent. Voilà, c'est un peu c'est la démarche du colibri. On fait notre job à notre niveau. On ne cherche pas à aller plus loin. Et ça me semble important de ne pas rester les bras béants devant une question nous, qui pourrait sembler nous dépasser. Voilà. Merci beaucoup. Agir, être acteur, c'est vraiment au cœur de ton dispositif et de ce qui devrait être reproduit un peu partout. Stéphanie, Oui.
Euh, je dirais que pour bien raconter la Méditerranée, en tant que chercheuse, experte scientifique, hein, il faut bien sûr l'étudier, mais je dirais aussi qu'il faut la vivre, vraiment pour mieux comprendre les réalités et les besoins en fait qui la façonnent. Voilà, je fais court. Non, c'est parfait. Merci à toi. Et effectivement, bah, ça nous rapproche de ces enjeux d'intégration. C'est-à-dire que voilà, c'est pas juste quelque chose, c'est une culture dans son ensemble. Il faut être immergé dans cette culture pour bien la comprendre et pour pouvoir aussi la porter. Marie-Laurence. Oui, bah, je suis complètement d'accord également. Et au-delà de ça, pour moi, le fait qu'on se pose la question de justement ce qui se joue en Méditerranée et voir que c'est pas seulement écologiquement, mais aussi culturellement, socialement, je trouvais que c'est une réflexion intéressante. Et aussi rien que le fait de se poser justement la question des récits et pourquoi est-ce qu'ils bloquent ou fatiguent en quelque sorte. Et surtout, bah, comment en inventer d'autres et comment sortir un petit peu du duo catastrophe-déni et justement retrouver quelque chose qui unit, qui donne envie et qui, on va dire, rend lucide, mais sans que ce soit écrasant. Donc complètement, je trouve ça comme initiative vraiment chouette et je suis persuadée que c'est justement avec quelque chose de coordonné, coopératif, que ce sera bah, pour le coup contagieux. Merci beaucoup. Être positif et contagieux. Pierre Boisserie, en quelques secondes. C'est pour la contagion, Fabrice? Non, non, mais moi j'adhère à ce qui a été dit. Je voulais juste profiter de ces quelques secondes pour remercier l'équipe d'organisation des trois webinaires, parce qu'en fait c'était un peu un deal qu'on s'était donné au mois de mars, hein, de mémoire, hein. Et donc merci à tous d'avoir permis ça possible. Et puis je dirais vive la Méditerranée, les Méditerranéens, quoi. Donc, je crois que Stéphanie a raison, hein. Je crois que pour bien parler de la Méditerranée et pour bien la comprendre, il faut aussi vivre. Merci beaucoup. Voilà, moi aussi, je félicite toute l'équipe qui a vraiment beaucoup mobilisé du temps pour organiser tout ça. Et merci à vous d'avoir enfin positionné le village de La Ciotat sur la carte de la Méditerranée. Maintenant, on sait que La Ciotat, c'est en face de la plus belle île du monde. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Bye bye.